Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Vous avez bien évidemment reconnu le Star Spangled Banner, l'hymne américain, émission spéciale sur les midterms aux États-Unis. Alors nos invités du jour, on va faire ça par ordre alphabétique. Guy Hervier, chargé de cours sur les USA à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, auteur des livres God Bless America, Great New York. Je cite ces trois-là, publié chez Masha Publishing, et éditeur du blog Un jour en Amérique. Bonjour. Bonjour. Barbara Klein, journaliste notamment à CNews, qui a été correspondante aux USA pour plusieurs médias français pendant 6 ans, qui est en train d'écrire un livre sur les fractures de l'Amérique et a participé à plusieurs documentaires sur les États-Unis pour la télévision. Bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Et on traverse l'Atlantique, direction Washington. Nous sommes en compagnie d'Olivier Piton, avocat à Paris et Washington, ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord, auteur des livres La Nouvelle Révolution américaine, Les transgressifs au pouvoir, Emmanuel Macron et Donald Trump, et Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique, publié chez Plomb. Alors vous, c'est vraiment bonjour, very good morning, parce que là, c'est vraiment très bon matin chez vous. Il est 7h du matin, c'est ça, 7h04. Exactement, bon matin. Mais vous êtes très matinal, donc il n'y a pas de problème. Alors on va commencer avec vous, Olivier Piton. Nous, on a les médias français qui nous informent. Vous, vous êtes sur place. Que disent les médias américains sur les résultats ? Alors d'abord, tout le monde constate qu'il n'y a effectivement pas de vague rouge, pas de vague républicaine. En tout cas, il y a une vaguelette rouge en Floride et on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Où il y a effectivement, dans cet État particulier, une véritable réussite et victoire du côté des républicains. En revanche, de l'autre côté, on a d'abord des résultats partiels qui sont dus au mode électoral américain un tout petit peu complexe et un peu suradé. Avec les informations que l'on a, petit 1, il n'y a pas de vague, il y a il y aurait, on va mettre du conditionnel, une très courte majorité à la Chambre et pas du tout de majorité pour l'instant au Sénat. Et puisque vous courte majorité à la Chambre des représentants pour qui ? Pour les Républicains, et pour l'instant, pas de vainqueur net au Sénat. Et puisque vous me demandez quel est le ton ou le sentiment ici auprès du côté des médias américains, on a, si vous voulez, un sentiment un peu bizarre, une vraie frustration du côté des médias conservateurs qui pensaient que effectivement les républicains allaient beaucoup plus remporter cette élection, et un soulagement indéniable du côté des médias démocrates, où en fait on se rend compte que, et je terminerai là-dessus, on n'est pas du tout dans la vague habituelle. Il faut savoir que les élections intermédiaires sont toujours favorables aux partis de l'opposition. Bill Clinton, en 1994, et les démocrates avaient perdu de plus de 30 sièges au moment des élections intermédiaires, la Chambre des représentants. Barack Obama, c'était plus de 60, c'était 63 exactement. Et là, on serait sur une petite quinzaine de sièges glanés par les républicains. Donc, il s'agit incontestablement, et c'est le premier point, d'une contre-performance des républicains, même si ils devraient remporter la Chambre. Guy Hervier, que vous inspirent ces pré-résultats ? Parce qu'on est encore dans les pré-résultats. A priori, majorité républicaine à la Chambre des représentants, très indécis au Sénat. Oui, je ne peux que confirmer. Alors, je voudrais déjà préciser que même en France, on peut écouter les médias américains. On peut écouter CNN. Internet donc, marche ça veut bien. Dire à quelques secondes près, on a pratiquement les mêmes infos. Oui, mais tous nos auditeurs ne parlent pas anglais. C'est un peu le problème. C'est vrai. Donc, je confirme tout à fait les projections qui sont quand même maintenant bien avancées. S'il avait fallu commenter ce matin, ça aurait été plus compliqué. Mais maintenant, on a des chiffres qui commencent à être beaucoup plus stables. La Chambre des représentants, effectivement, c'est entre 10 et 15 sièges de perdus, ce qui est quand même une plutôt bonne performance pour les démocrates. C'est un peu comme quand on perd un match, on dit je l'ai perdu, mais j'aurais pu le perdre encore plus. C'est un peu ce qui se passe là. Mais en tout cas, si on fait des comparaisons avec les années, Olivier Piton l'a fait, c'est vrai que c'est une assez bonne performance des démocrates. Sur le Sénat, on est à 48-48. Il reste 4 sièges en ballottage, si je puis dire, enfin en tout cas en comptage. Donc il y a le Nevada, l'Arizona, le Wisconsin et
la Géorgie. L'Arizona, c'est vraisemblablement un démocrate qui va le gagner. Le Wisconsin et le Nevada, c'est encore un peu incertain, c'est très très proche. Mettons qu'on peut en donner un de chaque côté. Et puis la Géorgie. Alors la Géorgie, c'est un peu particulier. On l'avait vu en 2020, puisqu'il y avait eu, en fait, en Géorgie, il y a un règlement un peu particulier qui fait qu'au premier tour, il faut atteindre 50%. Comme là, les deux n'atteindront pas 50%, il faudra faire des runoffs en janvier. Donc finalement, on aura vraisemblablement le résultat de la majorité en janvier seulement. Donc il faudra attendre un petit peu. Il faudra faire une émission alors. Et donc il est vrai, enfin on peut penser qu'on arrivera finalement à un 50-50, ce qui était la situation précédente, qui donne une très courte majorité aux démocrates, puisque en cas d'égalité des votes, c'est Kamala Harris qui fera la différence. Et alors après, en deuxième temps, mais je reviendrai peut-être là-dessus, si on fait le match entre Biden et Trump, c'est Biden qui l'emporte de très loin, même si c'est Sleepy Joe, il a quand même finalement bien manœuvré. Barbara Klein. Alors moi je suis moins dans l'analyse des chiffres, purement politique, comme l'ont fait mes deux prédécesseurs. Moi ce que je trouve fascinant et toujours passionnant avec l'Amérique, c'est que c'est un pays qui nous fascine, lui, autant qu'il peut nous horripiler. C'est vrai. Et ce qui se passe depuis cette nuit nous le prouve, il peut toujours nous surprendre. On avait enterré, on avait prédit voilà, un résultat qui n'est pas arrivé. Donc voilà, on n'est pas à l'abri des surprises, et peut-être que de ce côté-ci de l'océan Atlantique, on a trop vite enterré Trump, dont on sent qu'il est toujours là. Et même si la vague rouge n'est pas encore exactement comme on l'avait prévu, il y a un socle, on n'est pas à l'abri de nos surprises, peut-être. Alors, justement, je voudrais poser une question. Là, c'est vraiment politique. Quels sont les pouvoirs du Sénat et de la Chambre des représentants? Alors, si vous voulez nous répondre, soit Guy Hervier, si vous connaissez bien, ou alors, vous, évidemment, que vous êtes à Washington, Olivier Piton. En France, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Le Sénat étant la deuxième chambre. Comment ça se passe aux USA? Parce que nos auditeurs le savent peut-être pas tous. Je peux peut-être commencer à donner quelques pistes. Comme vous êtes, où il y a le Sénat et la Chambre des représentants, c'est bien. Voilà, exactement. Le Sénat est la Chambre haute, et elle a, contrairement à ses homologues européennes et en particulier françaises et britanniques, plus de pouvoir que la Chambre des représentants. Le Sénat est composé de 100 sénateurs, 2 par État, quelle que soit la dimension démographique de ces États. Et le Sénat a énormément de pouvoir, notamment en matière de politique étrangère et de contrôle des pouvoirs de l'exécutif. Enfin, et ça c'est très important, contrairement à ce qui se passe en France par exemple, lorsqu'il faut passer un projet de loi, il faut le passer, en fait, si vous voulez, il faut qu'il y ait 2 projets de loi, l'un déposé par le Sénat, l'autre par la Chambre des représentants, qui au bout du compte se rencontrent. Donc chacun fait son petit projet de loi dans son coin. Au bout du compte, les 2 se rassemblent, et c'est à partir de ce moment-là qu'on arrive à faire voter la loi. Donc ce sont 2 textes concomitants qui doivent se retrouver. Ce qui signifie qu'en cas de non-majorité claire pour l'une ou l'autre des formations politiques, prenons l'exemple de la Chambre des représentants qui serait républicaine et du Sénat qui resterait démocrate, il y aurait très probablement un blocage politique et l'impossibilité de pouvoir voter des textes. Non pas que dans l'absolu ce soit impossible d'obtenir un accord, mais étant donné la crispation politique et idéologique actuellement à l'œuvre aux États-Unis, il est clair que si les 2 chambres sont de couleurs politiques différentes, nous n'arriverions probablement pas à autre chose qu'un blocage pour les 2 années qui viennent. Voilà très rapidement ce que l'on peut dire du côté du Sénat. Il y a d'autres points, mais le point le plus important, c'est la prééminence du Sénat, son rôle en termes de politique étrangère et sa possibilité de contrôle sur l'exécutif. Sud Radio, 13h12, presque 13h13, dans 20 secondes. Et on continue cette spéciale midterms aux États-Unis. Appelez-nous, chers auditeurs, au 0826 300 300. On attend vos avis sur la question sur ce qui se passe aux États-Unis. Appelez-nous au 0826 300 300. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, 12h30, 14h, Philippe David. Et c'est toujours très indécis sur le résultat des élections aux États-Unis. On en débat dans cette spéciale midterms avec Guy Hervier, Barbara Klein et Olivier Piton. Guy Hervier,
On a parlé du Sénat, de la Chambre des représentants. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce que dit Olivier Piton? Sinon, à quoi servent, parce qu'on les élit aussi, les gouverneurs? Et quel est leur poids à Washington? Alors, effectivement, je peux juste ajouter 2-3 petites choses sur le Sénat. En politique étrangère, il a un rôle important. Il déclare la guerre, même si on peut faire la guerre sans la déclarer, ce qui se passe depuis un certain temps. Il a un rôle important dans les nominations, et ça a une incidence très très importante sur la Cour suprême. Si on prend le déroulé de ces dernières années, c'est en gros à cause ou grâce, ça dépend de quel côté on est, que la Cour suprême aujourd'hui est assez conservateur et trop progressiste, on va dire. Et donc c'est cette Cour suprême qui a invalidé le fameux arrêt Roe versus Wade de 73 sur l'avortement, qui a eu une incidence sur cette élection. Donc le Sénat, il a un rôle très important. Et dernier point sur le Sénat, c'est que la distorsion démocratique dont parlait Olivier Piton, elle est considérable, puisque, comme il le disait, il y a 2 sénateurs par État. Si vous prenez le Wyoming c'est 700 000 habitants, il a 2 sénateurs. Si vous prenez la Californie, elle a 39 millions d'habitants, elle a 2 sénateurs. Donc, vous voyez que c'est très problématique, parce que ça veut dire que, en gros, avec en plus l'idée du filibuster, donc il faut avoir le vote. C'est quoi le filibuster? Alors il faut avoir le seuil des 60 votes pour faire passer, sauf dans certains cas. Ça veut dire que, en gros, les États ruraux du centre de l'Amérique, finalement, c'est eux qui ont plus de pouvoir. Alors maintenant, pour les gouverneurs, finalement, on l'oublie souvent, mais les États-Unis sont un État fédéral, et donc les gouverneurs ont un rôle important, et je dirais ces derniers temps peut-être de plus en plus important. Si je reprends l'arrêt dont je parlais, l'arrêt Dobbs, Dobbs qui invalidait l'autre, en gros l'idée c'était de dire on ne traite plus cette question au niveau fédéral, on la renvoie aux États. Et donc ça veut dire que la renvoyer aux États, ça veut dire la renvoyer au Congrès des États. C'est d'ailleurs un élément important de cette élection dont on ne parle pas, parce que ça fait 50 congrès, parfois il y a une chambre, la plupart du temps il y a 2 chambres, donc ça fait beaucoup d'élections. Mais c'est un élément important de la politique des États, et le gouverneur est là pour ratifier ou non les lois qui ont été votées. Donc ils ont un pouvoir très important. Alors vous avez vécu 6 ans aux États-Unis, Barbara Klein, c'est un pays que vous connaissez pas comme votre poche, mais presque. Oui, mais il change vite. Mais il change vite, justement. J'ai l'impression, en voyant plus les élections vont, que le parti conservateur, non, on n'est pas au Royaume-Uni, le parti républicain est de plus en plus à droite. Oui. Je pense notamment à une candidate qui s'appelle Marjorie Taylor Greene, qui tire à l'arme lourde sur une pancarte socialiste, et le parti démocrate de plus en plus à gauche, avec Alexandria Ocasio-Cortez, qui pourrait parfaitement être à la France insoumise en France. Est-ce que vous avez vu l'Amérique? Alors, est-ce que je me trompe? Ça peut m'arriver. Très rarement, mais ça peut m'arriver. Et est-ce que vous faites le même constat? Je partage votre constat, Philippe. Moi, je rappelle, je suis arrivée aux États-Unis en 2007. Donc, moi, j'ai vraiment vécu l'ascension, l'élection de Barack Obama, avec tout ce que ça a à l'époque insufflé d'espoir et de changement, d'espérance, effectivement, que tellement de choses allaient changer. Il se trouve que Barack Obama a des réussites. Il a sorti l'Amérique de la crise, effectivement. Mais il a échoué aussi sur des thèmes aussi important que la réconciliation raciale, sur les inégalités sociales qui ont continué de se creuser. Malheureusement, il n'a pas réussi à faire sortir plus d'Américains de la pauvreté. Et vous ajoutez à ça un contexte, effectivement, une conjoncture qui a changé les choses, qui a fini de raboter les espoirs que son avènement avait suscité. Et ça a amené à ce clivage qui n'est pas nouveau entre une classe populaire moyenne qui s'est sentie abandonnée par sa classe politique et qui du coup a vu en 2016 arriver Donald Trump comme un sauveur, celui qui allait non seulement leur redonner une considération, mais qui allait changer leur quotidien. De l'autre, voilà, une classe plus aisée, des grandes villes, des côtes est et côtes ouest qui sont plus libérales. Et les Grands Lacs. Voilà, et elle plus séduite par toutes les questions sociétales. C'est un clivage en plus qui s'est aggravé parce que ce n'était plus sur les sujets historiquement clivants que sont les armes à feu ou l'avortement. Suite à la crise Covid, d'autres sujets sont arrivés, effectivement celui de la sécurité. Et plutôt de l'insécurité, la question de l'immigration clandestine considérée comme hors de contrôle, et celui de l'inflation. Les Américains, vous savez, Philippe, ils sont pragmatiques, encore plus que les Français. Vous touchez à leur porte-monnaie dans ce pays de la réussite et du business, et là tout s'arrête. Et là, le contexte est du coup favorable, effectivement,
à ce que prônent les républicains, qui touchent une corde sensible auprès des Américains. Vous êtes d'accord avec cette approche, Olivier Piton, que le Parti démocrate a jamais été aussi à gauche et le Parti républicain jamais aussi à droite ? Ah oui, absolument. C'est une vision assez unique et réelle de la réalité idéologique américaine. On a une radicalisation du Parti démocrate sous la poussée de son aile wokiste pour aller vite et pour aller à l'essentiel. L'aile traditionnellement centriste et libérale, dont le dernier avatar est finalement Joe Biden, est en fait aujourd'hui au bout de sa lignée, et il est probable que la prochaine génération, la nouvelle génération démocrate sera beaucoup plus marquée à gauche, beaucoup plus progressiste, voire beaucoup plus wokiste. Et on a le même phénomène à droite, où effectivement sous l'égide de Donald Trump, et il n'y a pas aujourd'hui que Donald Trump qui tienne ses positions, on a effectivement une droite beaucoup plus décomplexée qui souhaite aussi et qui accepte surtout de mener frontalement ce combat idéologique, qui se bat en particulier contre les études de genre à l'école. Ce combat a été mené par Ron DeSantis, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, et évidemment contre l'immigration clandestine, qui sont les deux grands chevaux de bataille du côté des républicains. Donc on a une crispation, une radicalisation des deux camps au détriment du marais centriste. Maintenant, ça n'est pas pour autant qu'il faille négliger ce marais, puisque c'est encore lui qui fait, au bout du compte, en partie l'élection, et on l'a vu à l'occasion d'ailleurs de ces élections intermédiaires. Il ne suffit pas d'être radical pour l'emporter, il y a d'autres critères, d'autres paramètres qui rentrent en jeu, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il est très intéressant de constater qu'une nouvelle génération émerge. C'est peut-être au bout du compte la vraie leçon à tirer de ces élections intermédiaires, c'est l'avènement d'une nouvelle génération, aussi bien du côté des républicains que du côté des démocrates. Et cette nouvelle génération, elle est à la fois marquée par une radicalité, incontestablement, mais aussi par le pragmatisme qui était souligné à l'instant avec justesse, et qui démontre à la fois ce besoin d'être dans le combat politique frontal et de l'assumer, et en même temps d'être dans ce pragmatisme. Je rappelle que le principal thème de cette élection, le thème qui a porté cette élection véritablement, et de très loin, c'est l'inflation, c'est le coût de la vie, ce sont les problématiques de la vie chère et du panier de la ménagère. C'est pas l'avortement, c'est pas le climat, c'est pas l'immigration. Il faut rappeler que les prix ont bondi de plus de 8% en un an. Ce n'est jamais arrivé aux États-Unis depuis 40 ans. Oui, depuis l'inflation qui était due au choc pétrolier de 73 et 79. Guy Hervier. L'inflation, là, en Europe aussi. C'est pas un phénomène spécifiquement américain. J'irais pour compléter que, effectivement, c'est, pour le faire simple, aux démocrates le sociétal et aux républicains le social. C'est un peu ça ce qui s'est marqué ces derniers temps. Et j'entendais une formule ce matin assez intéressante d'un commentateur démocrate sur CNN qui disait il faut que les démocrates reviennent au factory floor. Alors que le factory floor, ça veut dire dans l'usine. Oui. C'est les gens qui, c'est les gens qui sont pas diplômés en fait, ou qui ont un diplôme de l'école bleue. L'école bleue, qui ont un diplôme de lycée, et il faut qu'ils quittent le factory lounge. En gros, c'est ceux qui sont dans les bureaux et qui sont diplômés. Et effectivement, c'est un mouvement qui a commencé il y a un certain temps et qui avait été mis en lumière à l'occasion de l'élection de Donald Trump en 2016, qui lui avait réussi à convaincre ces classes laborieuses, comme on les appelait peut-être à l'époque. Vous vous souvenez, on parlait du Blue World, donc les 3 États du Michigan, du Wisconsin, de la Pennsylvanie, qui étaient bleus pour toujours et qui tout d'un coup sont tombés dans l'escarcelle de Trump. Donc c'est Marc Lilla, c'est un professeur de Columbia, qui avait publié un article d'abord dans le New York Times et publié un livre ensuite sur la gauche identitaire et qui mettait en lumière ce phénomène. D'ailleurs, il s'est pris une volée de bois vert parce qu'en gros les démocrates n'avaient pas supporté cette analyse, mais finalement, je pense qu'elle commence à devenir, à être considérée de plus en plus par les démocrates. Un mot, Barbara Klapp, tu dois faire une la pub après. Après, il est vrai que sur la campagne, ce qui vient de se dérouler, c'est vrai que les républicains ont fait campagne sur l'inflation et le pouvoir d'achat, là où les démocrates ont fait campagne sur tout ce qu'ils considèrent comme une menace à la démocratie que représentent les républicains, que ce soit dans la contestation perpétuelle des résultats, une fraude dans les élections, ou que ce soit sur le droit à l'avortement, par exemple. Mais justement, vu les enseignements qu'on a pour l'instant, la campagne des démocrates très axée anti-Trump, apparemment, a plutôt bien fonctionné.
Sud Radio, 13h26, cette édition spéciale Midterms aux États-Unis. On vous attend toujours, chers auditeurs, au 0826 300 300 pour revenir en direct avec nous sur les élections des midterms aux États-Unis. N'hésitez pas à nous appeler. On veut entendre votre voix, chers auditeurs, pour revenir sur ce sujet qui passionne le monde. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, 12h30, 14h. Philippe David. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, 12h30, 14h. Philippe David. On se retrouve pour cette édition spéciale Midterms en compagnie de Guy Hervier, Barbara Klein et Olivier Piton en direct de Washington. Olivier Piton, est-ce que cette élection est un échec pour Trump, comme le disent les médias français, ou pas? Et que disent-ils aux USA? Mais il n'y a pas que les médias français, les médias américains disent la même chose. Si vous voulez, il y a une vague rouge, mais elle est en Floride et elle est incontestablement pas sur le reste du pays, contrairement à ce qui était annoncé. Il faut juste rappeler qu'hier, les derniers sondages donnaient 59% de chances aux Républicains de remporter le Sénat. Or, on est, comme ça a été rappelé, à 48-48 avec les quelques sièges qui manquent. Donc, en tout cas, on est loin d'une victoire au Sénat et de 82 à 84% de chances de l'emporter à la Chambre des représentants. Là, c'est plus évident, mais en même temps, la marge est quand même relativement faible. Donc, incontestablement, c'est une contre-performance pour Donald Trump, c'est une grande victoire pour Ron DeSantis. D'autant que les résultats en Floride sont absolument excellents et d'une certaine manière consacrent Ron DeSantis comme le véritable contrepoint, si vous voulez, à ceux qui souhaiteraient avoir du Trump à la Maison-Blanche, mais pas forcément avec Donald Trump. Il va y avoir je vous pose une question, il va y avoir une guerre entre les deux hommes pour la prochaine primaire républicaine? Alors, tout dépend de Ron DeSantis. En fait, Donald Trump a déjà déclaré la guerre puisqu'il a déjà affublé Ron DeSantis d'un surnom peu amène. Donc, on est déjà dans une... S'il est dissible en radio. Il l'a appelé DeSantimous, quelque chose comme ça. Le qui, en fait, est un diminutif un petit peu péjoratif. Et l'idée, au bout du compte, du côté de Donald Trump, est si vous voulez, d'une part, est de rappeler que Ron DeSantis lui doit tout. Et c'est vrai que lors de la première élection du gouvernorat de Ron DeSantis, il avait demandé et obtenu le soutien de Donald Trump. Donc, d'une certaine manière, on joue sur la fibre de la loyauté à celui qui vous a fait roi. Deuxième élément, c'est qu'à partir du moment où Donald Trump entre véritablement en guerre, il s'est rendu en Floride pour soutenir le sénateur sortant Marco Rubio. Dans le même temps, il n'invitait pas Ron DeSantis qui menait ses propres meetings de son côté dans son propre État. Donc la guerre est déclarée du côté de Donald Trump. Donald Trump a annoncé normalement que le 15 novembre, il déclarerait officiellement sa candidature. On met des guillemets, on verra ce que ça donne. Et du côté de Ron DeSantis, on a pour l'instant énormément de silence sur ce propos. On a entendu son discours de victoire d'hier où il s'est bien gardé d'émettre une quelconque position sur son avenir. Et à partir de ce moment-là, tout est ouvert. Mais oui, actuellement, DeSantis est un rival évident et très dangereux pour Donald Trump. La guerre est en vue entre les deux pour la primaire républicaine, Guy Hervier? Elle va certainement arriver un jour ou l'autre. Elle est déjà commencée? Elle est déjà commencée, pas ouvertement, mais il n'y a pas eu de propos peu amènes, mais en particulier, Donald Trump a fait un meeting politique en Floride il n'y a pas très longtemps, il n'a pas invité Ron DeSantis. Et donc, alors qu'il est gouverneur. La question avait été posée à Rick Scott, qui est le patron du Parti républicain, qui est l'ancien gouverneur de Floride, et il avait dit, c'est son choix, s'il veut pas y aller à ce meeting, il y va pas. Donc effectivement, jusqu'à présent, le discours de DeSantis c'était si Trump se présente, je ne me présente pas. Maintenant, le rapport de force entre les deux va être un petit peu changé, dans le sens où, comme il a été dit, le résultat pour Trump ne sont pas très bons. Les républicains vont peut-être commencer à se lasser finalement d'avoir un Trump qui gâche les élections, parce que c'est à cause de lui qu'ils ont perdu le Sénat en 2020. Vous vous souvenez, il y avait les 2 postes de Géorgie et il est intervenu dedans et ça a été perdu. Donc on est arrivé à une majorité 50-50 pour les démocrates, et avec le runoff là en Géorgie, donc la deuxième élection en janvier, on va peut-être arriver au même résultat si Trump intervient. Donc ce que je veux dire par là, c'est que Trump n'est plus encore dans la même position de force qu'il était auparavant. Il a soutenu tout un tas de candidats absolument fantasques et extrémistes. J'en ai même Ose pour le citer, en Pennsylvanie,
Pennsylvanie, qui est un peu j'allais dire quelque chose de désagréable, mais Michel Simès se met un peu fou, on va dire. En même temps, c'est une très belle histoire à l'américaine, comme il les aime, le chirurgien multimillionnaire. C'est ça, mais il a fait plein d'argent. Il a été lancé un peu par Oprah Winfrey et il a fait plein d'argent. Star de la télé aux USA. Donc il y a lui, il y a Doug Mastriano qui est un fou furieux. Enfin, il y en a un certain nombre. Il les a soutenus et ses candidats ont perdu. Donc il y a ça. Et comme de l'autre côté, Ron DeSantis peut effectivement s'appuyer sur les excellents résultats, puisque c'est un trifecta en Floride. Le Sénat a été gagné largement par Marco Rubio. Il gagne haut la main le gouvernorat et les assemblées ont été gagnées. Les deux assemblées, Sénat et Chambre des représentants de Floride, ont été gagnées. Donc il a de quoi s'appuyer. L'élément, je termine là-dessus, l'élément important, c'est l'opinion publique. C'est-à-dire les Américains qui soutiennent Trump. Est-ce qu'ils seront prêts à lâcher quelqu'un qui est devenu une sorte de gourou? C'est en gros, quoi qu'il fasse, il l'avait théorisé lui-même en disant je peux tuer quelqu'un sur la 5e avenue, il se passera rien. Donc est-ce que les Américains vont lâcher cette espèce d'admiration folle et furieuse pour Donald Trump, pour un candidat plus sérieux ou pas? Et c'est un peu ça la question. Mais c'est dans 2 ans. Oui, c'est dans 2 ans, oui. Barbara Klein. Oui, moi je dirais que la guerre est effectivement bien déclarée. Ils l'ont pratiquement dit tous les deux. DeSantis a dit pour moi le combat ne fait que commencer, là où effectivement on connaît le caractère de Donald Trump, lui il est tout de suite rentré un petit peu plus dans l'art. Effectivement, on l'a dit, en moquant le ton sentencieux de son rival. Et j'ajoute cette citation que j'avais notée pour vous. Donald Trump a aussi promis des révélations aux journalistes sur ce rival. Il a dit je sais plus de choses sur lui que quiconque, à part peut-être sa femme. Oui. Voilà, donc c'est un peu pour préparer son adversaire à s'attendre à tout, Effectivement, finalement. aux États-Unis, où la vie privée peut avoir des conséquences dramatiques, on se souvient du destin tragique de Gary Hart il y a 40 ans. Usons de nuance quand même, parce qu'on sait que les déclarations de Donald Trump peuvent toujours tomber d'un côté ou de l'autre. Après, effectivement, ce n'est pas une vague rouge. Il me semble quand même qu'on mésestime peut-être l'influence de Donald Trump de ce côté-ci de l'Atlantique, parce que depuis le début de l'année, il a gardé une mainmise sur le parti qui était impressionnante. Il a su écarter tous ceux desquels il voulait se venger, notamment ceux qui avaient voté pour sa destitution, qui, dans les primaires, ont tous disparu du paysage électoral. Et il avait réussi à imposer des candidats à son parti, contre l'appareil du parti. Donc, effectivement, là, c'est un petit revers. On verra bien s'il annonce quelque chose ou pas le 15, ça peut changer. Mais il va wait and see, comme on dit dans la langue de Shakespeare. On va parler d'un sujet qui n'est pas tabou. C'est vous qui avez voulu en parler. La campagne électorale a coûté 16 milliards de dollars. C'est bien ça, Guy Hervier? Alors 16 milliards de dollars, c'est 2 instituts dont l'un s'appelle Open Secrets et l'autre Ad Impact. Donc on fait un peu le bilan et du financement des campagnes. Alors c'est les campagnes de ces midterms. Donc ça veut dire la Chambre des représentants en totalité, le Sénat pour les gouverneurs, un tiers, les gouverneurs et les chambres locales. Et ça se partage à peu près en fédéral 50%, local 50%, à peu près. Donc je ne sais pas si vous représentez 16 milliards de dollars. 16 milliards, c'est complètement fou. Si vous comparez par exemple au plafond qu'on impose en France pour les partis politiques aux élections présidentielles, même si vous faites un rapport de 1 à 5... Je crois que c'est 15 millions d'euros le plafond maximal pour une présidentielle. Peut-être même 20. Mettons 20 millions de dollars, 20 millions d'euros, vous multipliez par 16 milliards. Par rapport à 16 milliards. Et pour des élections qui ne concernent pas le président. Oui. Donc c'est l'argent n'est jamais tabou aux États-Unis. Et l'autre élément important de ça, c'est que donc l'argent a une influence très importante, ce qui pose quand même un gros problème pour la démocratie. Et dans ce phénomène-là, il y en a un autre qui est un peu caché, un peu qu'on baptise le dark money, c'est les milliardaires ont un poids de plus en plus important dans ce financement. Il était, au dernier midterm, il était de 11%, et il est de 15% aujourd'hui. Donc vous voyez que ça veut dire que... Alors, je vous le donne en mille, le premier donateur, c'est qui? C'est George Soros. Alors évidemment, George Soros, il finance les démocrates, donc les républicains vont avoir beau jeu de dire, vous voyez, c'est George Soros qui manipule les élections. Mais globalement, le financement, il est plus à l'avantage des républicains que des démocrates. Barbara Klein, c'est sûr que c'est fou, 16 milliards. Ça fait tourner la tête. Mais pour revenir aussi à cette rivalité, on a souvent dit par le passé que Trump avait une avance considérable, notamment financière, sur quiconque pourrait s'opposer à lui. On précise que DeSantis a levé 200 millions. 200 millions pour être gouverneur de Floride. Qu'il a mis de côté là pour une prochaine éventuelle campagne. Donc peut-être que ça le renforce dans ce rôle de rival. C'est fou. Olivier Piton, Barbara Klein disait que l'argent n'était pas tabou aux États-Unis. Quand on entend ces chiffres et qu'on compare à la présidentielle française,
Français, vous avez été député suppléant des Français d'Amérique du Nord. Ça doit vous laisser rêveur, 16 milliards. Hein. Ah, j'aurais bien aimé avoir 1 million, hein. Ça serait bien arrangé. Non, mais ça choque pas les gens là-bas dans un pays où il y a encore plein de gens qui vivent, comme disent les Américains, on the other side of the tracks, de l'autre côté de la voie ferrée, où ils vivent vraiment dans la pauvreté? Alors non seulement ça ne les choque pas, mais ça n'est pas un sujet en plus, c'est ça qui est assez amusant, alors que ça a été rappelé avec justesse, on peut quand même s'étonner de ces chiffres faramineux. Je rappelle quand même qu'Abraham Lincoln, son coût de campagne en 1860, c'était $100 000. Donc on voit la marge entre la campagne électorale de 1860 et celle de 2022, sachant que pour 2020, l'élection présidentielle, on était de mémoire à 10 ou 11 milliards, tout confondu, c'est-à-dire qu'on est au-dessus en 2022, lors des élections intermédiaires, quand même de manière conséquente, de ce qui avait été dépensé en 2020 pour l'élection présidentielle américaine. Donc ça n'est pas un sujet. La démocratie américaine est fondée sur l'argent, elle est fondée sur le fait d'amasser, ce qui a été rappelé avec justesse, d'amasser dans le but de se préparer, de s'attirer des réseaux, de les mettre en place et ensuite de pouvoir gagner, puisqu'en fait, et ça a été le gros problème d'ailleurs de Kamala Harris lors de la campagne des primaires démocrates en 2019, c'est qu'elle s'est retrouvée à court d'argent et donc elle n'a même pas pu participer à la primaire, elle a été empêchée d'une certaine manière de se présenter avant, donc l'argent est absolument indispensable, non seulement pour se constituer des réseaux, mais vous savez, c'est le cycle vertueux. Plus vous avez d'argent, plus vous avez de publicité. Plus vous avez de publicité, plus vous levez de fonds. Et plus vous levez le fonds, etc. Vous avez de la publicité, vous avez de l'argent et vous avez de la notoriété. Donc c'est un sujet totalement... Olivier. Oui, Olivier Piton, Guy Hervier veut réagir. Peut-être vous dire si j'avais 1 million, il va peut-être vous faire un chèque, je sais pas. Je veux bien aussi. On peut en parler après, je suis d'accord si vous voulez. Non, juste un complément, c'est que malgré tout, il y a eu un changement important qui a été voté par la Cour suprême en 2013. Donc c'est l'arrêt Federated versus Citizen United, et en gros, qui donnait la possibilité aux entreprises de financer les campagnes électorales comme des personnes physiques, en tant que personnes morales. Donc ça a explosé les compteurs, et donc tel que c'est organisé, c'est un peu de la comment dire, en gros on constitue de l'hypocrisie, on constitue des super PAC, donc des Political Action Committee, qu'on peut financer, avec lesquels les candidats n'ont pas à avoir de rapport direct. Mais bon, évidemment tout ça c'est bien organisé, donc on est dans des situations quand même très problématiques pour le moins, même si on n'en parle pas à juste titre aux États-Unis. Montage financier adoubé à l'époque par Barack Obama. Oui, c'est vrai. Pour le rappeler. C'est vrai. Voilà. Vous voulez dire un mot pour conclure, Barbara Klein? Non. Vous allez négocier le chèque pendant ce temps-là. Je vais négocier hors antenne. C'est moitié-moitié. Voilà. Ça ne sort pas d'ici. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, 13h42. On continue cette spéciale midterm. Ça réagit au 0826 300 300. Oui, chers auditeurs, appelez-nous, c'est votre moment. 0826 300 300 pour réagir aux résultats des élections des midterms. On vous attend sur Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, 12h30, 14h, Philippe David. Et on est avec René de Toulouse. Bonjour René. Bonjour René. Bonjour Philippe, et bravo pour cette super émission avec des super invités et des grosses bises à Barbara Klein. Merci beaucoup. Bonjour. Bon, Olivier Piton et Guy Hervier vont être jaloux, mais c'est pas grave, on vous écoute René. Je suis jaloux aussi. Je les redistribuerai. On vous écoute. Oui, écoute Philippe, je vais te transmettre les analyses et commentaires de mon petit-fils Antoine qui a 27 ans, qui vit en Californie, qui est né en Californie, qui il y a 7 ans de ça rentrait à Davis à Sacramento. Il a été élu dès la première année secrétaire général des étudiants démocrates de cette université qui a 12 000 étudiants. Eh bien, 2 ans après, il a dû démissionner. Pourquoi? Parce qu'il y avait le wokisme et il ne pouvait absolument pas exercer sa mission. Donc c'est une catastrophe, c'est le racialisme, c'est de la folie tout court. Donc ça, c'est ce qui influence, qui déstabilise les USA. Deuxième grande observation de mon petit-fils, c'est ce fameux lobby de l'armement. Et quand on ajoute Soros qui influence les démocrates et le lobby de l'armement, on se rend compte à quel point notre allié historique, les USA,
constitue d'ores et déjà un élément de déstabilisation. Alors, merci beaucoup René, on va faire réagir nos invités. Olivier Piton, j'avais prévu de parler du wokisme, comme on a parlé des Républicains. C'en est où le wokisme aux États-Unis? Parce que c'est vrai qu'on voit certaines choses qui font assez peur. On entend René, dont le petit-fils est américain et qui a dû a priori quitter ses fonctions dans une université parce qu'il était, on le suppose, blanc. Oui, alors effectivement, on parlait tout à l'heure de radicalisation. On est dans une radicalisation extrême, en particulier dans un certain nombre d'États, particulièrement les États démocrates et particulièrement les États de l'Ouest des États-Unis, avec une offensive très claire menée vers l'école, dans l'école. On a, si vous voulez, d'une part, une réaction assez forte et qui est finalement assez nouvelle contre ce wokisme qui est mis en place et qui était porté d'ailleurs assez habilement par Ron DeSantis. On est dans une, si vous voulez, on est dans une confrontation absolument incroyable et probablement pas connue depuis plus d'un siècle entre deux idéologies, l'une ultra progressiste radicalisée et l'autre en réaction, je vais dire réactionnaire, mais véritablement en réaction de cette idéologie. Ça n'est pas près de s'arrêter. Je peux donner 1000 exemples vivant ici de choses qui nous paraîtraient à nous Français absolument délirants. Ah bah, et ce que dit cet auditeur est absolument juste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, être blanc, être un homme, être cisgenre comme on dit, vous voyez qu'on utilise le vocabulaire de l'adversaire, c'est-à-dire en fait hétérosexuel, est effectivement pour l'obtention d'un certain nombre de postes, voire pour la promotion, un obstacle, une difficulté. Et cette tendance-là est une tendance qui aujourd'hui prend des proportions complètement délirantes. Et je ne donnerai qu'un seul exemple. Il y a un combat qui est véritablement un combat, comment dirais-je, éthique, et presque lexical sur le fait de savoir si on va dire femme, est-ce qu'on va continuer à prononcer le mot femme ou est-ce qu'on va parler de personnes qui menstruent. Il s'avère que, en gros, pour aller vite, les démocrates parlent maintenant de personnes qui menstruent et les républicains parlent de femmes. On en est dans un tel débat sur ce sujet-là que même à l'occasion des auditions pour la Cour suprême, on pose la question aux candidats de savoir ce qu'est une femme et comment ils la définissent, avec une réponse selon qu'on est démocrate ou selon qu'on est républicain, qui est différente. Donc oui, le wokisme est actuellement le combat majeur aux États-Unis pour l'imposer d'un côté ou pour le combattre de l'autre. Je donne la parole à la seule femme du plateau qui, j'espère, ne va pas me dire qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que je suis une femme. Barbara Klein. Écoutez, on va peut-être pas s'étendre sur ce sujet, je crains qu'on manque de temps. Non, mais c'est passionnant parce qu'effectivement, moi qui ai vu, comme je vous le disais, arriver Barack Obama, c'était déçu. Et on parle d'une période qui date d'il y a moins de 15 ans. C'est ça, 14 ans. Ça n'était pas, on n'a pas du tout vu ça chez Barack Obama en 2006-2008 quand il est arrivé, 2009 quand il a pris le pouvoir. Donc on voit bien que ces idées du wokisme ont vraiment proliférer, prospérer. Après, on le redit, ça naît des campus américains, c'est très localisé aussi dans ces parties libérales de l'Amérique, les côtes Est et Ouest. Et j'ai envie de préciser que chez nous en France, on a souvent une vision aussi tronquée de la société américaine parce qu'on ne voit que l'Amérique dans laquelle les plus chanceux d'entre nous vont en vacances, c'est-à-dire la côte Est, New York, Miami, Los Angeles. Bon, il se trouve, et c'est ce qu'il faut se rappeler à chaque fois que les élections nous montrent peut-être un autre visage de l'Amérique, que la majorité aussi des Américains n'est pas sur la côte. Ils ne sont pas sur la côte, ils sont dans une Amérique plus profonde. Oui, ils sont attachés aux armes à feu, ils sont vigilants et suspicieux de leurs voisins. Et voilà, c'est aussi... Parfois un peu bigot aussi. Voilà, il y a beaucoup de caractéristiques du peuple américain qu'on n'aperçoit pas forcément parce qu'on imagine que nos cousins américains sont très similaires à nous et culturellement, en fait, ils ne le sont pas. Guy Hervier, le wokisme. Alors, peut-être un complément. J'ai lu beaucoup de choses sur le sujet, mais j'ai jamais vécu sur un campus américain, donc j'aurais un peu de mal à décrire la réalité de tout cela. Un complément, c'est justement la Cour suprême est en train de réviser le point de vue sur l'affirmative action, c'est la discrimination positive. Donc c'est quelque chose qui a été mis en place dans les années 60-70, qui partait d'un très bon sentiment, avec des idées
assez différentes, hein, mais il y avait en particulier l'idée qu'il fallait que au plus haut sommet des entreprises, des organisations, il fallait que les populations reflètent la population générale, ou c'était de donner la chance à ceux qui étaient défavorisés. Donc il y avait plusieurs idées, et donc là, ça va peut-être être remis en cause. Donc ça, sur le wokisme, juste un point, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps que ça nous touche aussi, parce que j'ai entendu que la Deutsche Bahn, donc la compagnie, allait proposer des uniformes, et les cheminots allemands pourraient choisir l'uniforme qui conviendrait à leur genre, au genre qu'ils le souhaiteraient avoir. Donc vous voyez que ça touche nos côtes aussi. Je suis allé chercher une info sur le site de la RTBF, la radio-télévision belge, il y a quelques jours, m'a demandé genre, homme, femme, autre. Alors, oui. Bon, j'ai mis homme, hein, désolé. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais vous poser une question à tous les trois, donc 2 minutes 20. Une réponse rapide. On va commencer avec vous, puisque vous êtes à Washington, Olivier Piton. Est-ce que Biden, vu son état de santé, qui a priori n'est pas le plus brillant qui existe, peut se représenter dans 2 ans? Il a dit oui, la réalité est non. Je ne peux pas faire plus court. Ah oui. Guy Hervier. Oui, je partage à peu près cet avis. Néanmoins, je m'inscris en faux contre les discours selon lesquels il serait complètement gâteux et sénile. Alors certes, il a des difficultés d'élocution, certes, il marche pas comme Usain Bolt court. Néanmoins, si on regarde son programme législatif, il est quand même assez conséquent. Donc il a fait des choses malgré tout. Mais il est quand même difficilement pensable qu'il va se représenter en 2024. Barbara Klein. C'est vrai qu'il a dit oui, c'est vrai que on se dit que plutôt peut-être non vu son état. On rappelle toutefois que Bill Clinton, Barack Obama avaient été réélus, hein, chacun après s'être pris une petite raclée, comme il est de coutume aux États-Unis. Donc j'ai envie de vous dire qu'en Amérique, rien n'est impossible. Alors, vous avez été très court, il nous reste à peine 1 minute. Qui pour le remplacer au cas où? Kamala Harris, Olivier Piton. Donc là, en 20 secondes. Écoutez, il y a un candidat dont on n'a absolument pas parlé au cours de cette campagne, mais qui fait son petit trou et son petit bonhomme de chemin. Il s'agit de Gavin Newsom, qui est le gouverneur de Californie, qui lui trouve l'équilibre entre l'idéologie woke et puis la ligne centriste et libérale classique du parti. Il s'est fait réélire sans bruit, sans problème. C'est le grand rival historique de Kamala Harris en Californie. Et c'est incontestablement, il est né en 67, donc il a l'âge parfait pour être candidat. Pour l'instant, il a annoncé qu'il mènerait son combat de gouverneur jusqu'au bout, mais c'est pour ne pas se retrouver frontalement en opposition avec Joe Biden, mais c'est actuellement le meilleur espoir du côté des démocrates. En 15 secondes chacun, Guy. Deux autres auxquels je pensais, Tim Ryan, mais il vient de se faire battre par J.D. Vance dans l'Ohio, qui est devenu un État républicain, donc pour lui c'est quand même assez compromis. Il y en a une autre dont on avait parlé, c'est Gretchen Whitmer, qui est la gouverneure du Michigan, celle qu'on avait failli enlever. Donc c'est des personnalités qui ont émergé, mais bon. En 15 secondes, Barbara Klein, pas de pronostic? En moins que ça, je dirais pas mieux. Et on conclura par une citation qui est « Wait and see ». Merci beaucoup à tous les trois. Merci Olivier Piton, Barbara Klein et Guy Hervier. Merci Lucien, merci à toute l'équipe qui a travaillé sur l'émission. Lucien évidemment, Thibaut Alaria et notre ami Manu au standard. Et tout de suite, c'est Brigitte Lahaye. Tout de suite, Brigitte Lahaye sur Sud Radio qui s'intéresse au bonheur. C'est quoi le bonheur? Des instants volés? Sommes-nous tous égaux face au bonheur? Est-ce que cela s'apprend? Quels sont les obstacles au bonheur? Et pour répondre à ces questions, Yvon Delair, sexologue, psychologue, spécialiste des relations hommes-femmes, auteur de l'ouvrage Le couple existe encore et l'amour aussi, édition Un monde différent. À tout de suite sur Sud Radio.